Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Le silence entre crépité comme de l'électricité, lourd de vérités non dites et de tensions changeantes. Le regard d'Amina était rivé sur celui de Kwame, sa poitrine se soulevant et s'abaissant sous le poids du secret qu'elle ne pouvait plus retenir. Sa mâchoire était serrée, son expression indéchiffrable, mais sa main n'avait pas quitté son poignet, une prise ferme mais douce qui les attachait à cet instant. Elle déglutit difficilement, se retirant. « Ils ont mon frère » murmura-t-elle. « Il s'appelle Musa. Il n'a que 11 ans. Ils l'ont kidnappé il y a des mois et on dit qu'il le tuerait si je ne recevais pas l'argent. » Sa voix se brisa, son sang-froid vacilla tandis que des larmes lui montaient aux yeux. « Ils m'ont donné une date limite, Kwame. C'est pour ça que je suis venu chez toi. Je ne voulais pas voler, mais je n'avais pas le choix. » Pendant un instant, il resta immobile, sans parler, se contentant de la fixer. Puis il relâcha son poignet et se détourna, passant une main sur son visage, le poids de sa confession s'abattant lourdement sur lui. Kwame n'était pas homme à faire confiance facilement, mais cette révélation le frappa avec une force qu'il n'avait pas anticipée. Tout chez Amina prenait désormais un sens, les regards nerveux, les errances nocturnes, les moments volés dans son bureau. Elle ne s'était pas jouée de lui pour sa fortune, pas entièrement. Elle était désespérée. Assez désespérée pour mentir, manipuler et tout risquer pour quelqu'un qu'elle aimait. Et quelque chose en lui se brisa à cette prise de conscience. « Tu aurais dû me le dire » dit-il finalement d'une voix plus basse, teintée de frustration. « Au lieu de ça, tu as essayé de me déjouer. » Amina prit une inspiration tremblante et serra ses bras autour d'elle. « M'aurais-tu cru si je l'avais fait » demanda-t-elle doucement. Kwame se tourna de nouveau vers elle et, pour la première fois, il n'y avait ni suffisance, ni jeu de pouvoir, juste de l'émotion brute. « Peut-être pas, » admit-il. « Mais j'aurais pu t'aider. » Leurs regards se croisèrent à nouveau, et quelque chose changea entre eux. Pas de confiance, mais peut-être le fragile début d'une compréhension. À ce moment précis, le téléphone d'Amina vibra de nouveau, vibrant contre sa paume comme une bombe à retardement. Elle baissa les yeux, et la terreur lui monta au ventre. « C'est eux » murmura-t-elle en tendant l'écran vers Kwame. Son expression s'assombrit instantanément. « Mets le haut-parleur » ordonna-t-il. Amina obéit, les doigts tremblants, tandis qu'elle répondait. La voix à l'autre bout du fil était froide, tranchante, indéniablement dangereuse. « Tu as 48 heures, ma fille. 2 millions de Naira. Pas de police, pas de jeu. Ou le corps de ton frère finit dans un fossé. » La ligne est coupée, les mots flottent dans l'air comme du poison. Amina se couvrit la bouche de la main, laissant échapper un sanglot étouffé. Kwame resta figé un instant, puis se retourna vers elle d'une voix d'acier. « On ne va pas attendre qu'il fasse un autre geste, » dit-il. « Nous allons les trouver en premier. Mais à partir de maintenant, Amina, tu me dis tout. Plus de secrets. » Amina hocha lentement la tête, les yeux brillants de peur et d'espoir. « Promis. » Le trajet de retour au manoir depuis le toit se fit en silence, la tension entre elles se transformant en une tension dense mais inexprimée. Kwame, la mâchoire serrée, regardait par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait été si près du danger sans s'en rendre compte. Et il ne s'agissait plus seulement d'Amina, mais de Musa, un garçon innocent utilisé comme moyen de pression. Cette pensée le remplit d'une fureur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Amina était assise à côté de lui, les doigts serrés sur ses genoux. Elle ignorait ce qui l'effrayait le plus, la menace du ravisseur ou la tempête qui couvait en Kwame. Il ne parlait pas, et ce silence était plus terrifiant que tous les mots qu'il aurait pu prononcer. Lorsqu'ils arrivèrent à la propriété, il la laissa entrer sans un mot et lui fit signe de s'asseoir dans le salon privé pendant qu'il passait un appel. Elle le regarda disparaître dans le couloir, le cœur battant. Allait-il la dénoncer maintenant? Ou l'avait-elle enfin convaincue qu'elle n'était pas l'ennemi? À l'étage, dans son bureau, Kwame appela Samuel, son chef de sécurité le plus fidèle, ancien officier du renseignement militaire qui dirigeait désormais la branche sécurité privée de Mansa Holdings. « J'ai besoin d'un numéro jetable » dit Kwame dès que la ligne fut établie. « Il y a un enfant de 11 ans impliqué. Enlevé. J'ai besoin de tout, localisation, triangulation, relevé d'appel, tout ce que vous pouvez trouver.
Samuel n'a posé aucune question. Il a compris l'urgence. Envoie-moi le numéro. J'aurai quelque chose dans 24 heures, a-t-il répondu. Quand Quam revint auprès d'Amina, il semblait plus calme, même si ses yeux brûlaient toujours d'intensité. J'ai des gens qui travaillent dessus, dit-il. Tu resteras ici, où je pourrai te protéger. Et désormais, tu ne bougeras plus sans mon accord. Amina ouvrit la bouche pour protester, mais il leva la main. Tu m'as demandé de l'aide. Je t'aide. Mais il ne s'agit plus seulement de toi. Il s'agit de Moussa. Alors on fait ça à ma façon, ou pas du tout. Les lèvres d'Amina se pincèrent, mais elle hocha la tête. D'accord. Tu es parti. Le lendemain matin, Quam présenta Amina à Samuel et à la technicienne en chef, Nora, une femme pragmatique au regard perçant et à l'esprit encore plus vif. Ils examinèrent le dernier appel entrant, le firent passer par leur logiciel de chiffrement et commencèrent à travailler sur la géolocalisation et le traçage de cartes SIM. Pendant ce temps, Quam assigna 2 gardes à la surveillance constante d'Amina et la transféra dans une suite d'invités à l'étage, loin des quartiers du personnel. C'était un geste de protection, mais aussi un signal. Elle n'était plus seulement une femme de ménage. Amina peinait à accepter ce changement de statut, sachant que ce n'était pas une question de confiance, mais de nécessité. Pourtant, il y avait une étrange sécurité en elle, une sécurité qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Ce soir-là, alors qu'elle était assise dans la suite, les yeux rivés sur les photos d'elle et Moussa sur son téléphone, Quam entra discrètement et posa une tasse de thé sur la table à côté d'elle. « On va le récupérer, dit-il d'une voix plus douce. Je te le promets. Amina leva les yeux vers lui, le cœur lourd, le regard fatigué. Et que se passera-t-il ensuite, demanda-t-elle. Quam ne répondit pas. Il l'ignorait. Tout ce qu'il savait, c'est que la donne avait changé et qu'ils étaient tous les deux trop impliqués pour faire marche arrière. Le soleil était à peine levé que Samuel et Nora achevèrent la localisation. L'appel avait rebondi sur plusieurs antennes relais, signe d'un masquage habile, mais un faible signal provenait d'un bidonville de Jamestown, un quartier connu pour abriter des gangs, des trafiquants et des fugitifs. Quam se tenait devant les écrans d'une salle de surveillance, les poings serrés, observant les images granuleuses des caméras de surveillance des rues voisines. C'est de là qu'ils ont appelé, confirma Nora. C'est risqué. Si on intervient trop vite, on risque de les alerter. Quam se tourna vers Samuel. Alors, on fait ça proprement. Silencieux. Pas d'erreur. Pendant ce temps, Amina restait assise en silence, les mains tremblantes sur ses genoux. L'endroit lui retournait l'estomac. Elle était déjà allée à Jamestown une fois, il y a longtemps, et même alors, elle avait eu l'impression d'y entrer sans jamais en sortir. Mais Moussa était peut-être là. C'était tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Alors que Quam s'apprêtait à partir avec son équipe, Amina lui prit le bras. « S'il te plaît, laisse-moi venir avec toi. » Il secoua la tête. « C'est trop dangereux. » Elle le regarda droit dans les yeux, sans ciller. « C'est mon frère. » Quam l'avait abandonné. Il ne pouvait pas prendre ce risque. Mais il n'avait pas anticipé le désespoir d'Amina. Amina attendit que le convoi de SUV noirs disparaisse dans la longue allée, puis se glissa hors de la maison par le portail de la cuisine, vêtue d'un simple sweat à capuche noire et d'un jean. Elle connaissait la ville mieux que Quam ne le pensait, ayant vécu dans son ombre pendant des années. Ses pas étaient rapides mais prudents, son visage enfoui sous un foulard. Lorsqu'elle atteignit les abords de Jamestown, son cœur battait la chamade, non seulement de peur, mais aussi d'une détermination écœurante. Elle n'avait qu'un seul objectif, retrouver celui qui détenait Moussa et négocier à sa place. C'était de la folie, elle le savait. Mais quel choix avait-elle? Elle sillonna les ruelles, sans demander de l'aide à personne, la tête basse. Il ne lui fallut pas longtemps pour trouver l'entrepôt à la porte bleue délavée, exactement comme elle s'en souvenait grâce à la vidéo de sécurité. Elle s'approcha prudemment, ignorant qu'elle était déjà observée dans l'ombre. Dès qu'elle franchit le seuil, des mains la saisirent. L'air lui fut arraché des poumons tandis qu'elle était projetée contre le mur. Un pistolet était pressé contre ses côtes. « Tu te crois intelligent, hein ?» grogna une voix. « Venir seule comme ça ?» Amina halta tandis qu'on lui serrait les bras derrière le dos. « S'il te plaît, je ne suis pas là pour causer des ennuis, » dit-elle rapidement. « Je veux parler. Je veux faire du commerce.
L'homme rit sombrement. Tu n'es pas là pour faire du commerce, ma fille. Tu es là pour saigner. Amina fut traînée à travers un couloir jusqu'à une pièce faiblement éclairée où Musa était assis, attaché à une chaise, les yeux écarquillés par la peur et les lèvres gonflées. Moussa, cria-t-elle. Amina, sanglota-t-il. Un des membres du gang la poussa sur une chaise et lui attacha les poignets. Le chef, un homme chauve avec une dent en or, s'avança. Maintenant, nous vous avons tous les deux. Et votre riche petit ami va payer le double. Le sang d'Amina se glaça. Elle était tombée dans un piège. Et maintenant, elle faisait partie de la rançon. Les cordes entaillaient les poignets d'Amina, chaque traction lui entaillant la peau plus profondément tandis qu'elle peinait à ajuster sa position. La pièce où il les enfermait, elle et Musa, sentaient le moisi et la fumée, l'air était lourd de menaces de violence. Musa avait été bâillonné à nouveau après avoir trop pleuré, mais sa vue lui avait redonné espoir qu'elle le lisait dans ses grands yeux larmoyants. L'espoir était dangereux ici. L'homme chauve à la dent en or, visiblement le chef du gang, faisait les 100 pas, agitant un petit couteau ensanglanté entre ses doigts comme s'il attendait une excuse pour s'en servir. « Tu t'es amené jusqu'à nous » dit-il avec un sourire malicieux, s'arrêtant devant elle. « C'est admirable. » Stupide, mais admirable. Amina resta silencieuse, le cœur battant, l'esprit en ébullition. Il devait y avoir une solution. Si elle pouvait gagner du temps, elle savait que Kwame viendrait. Il devait venir. « Que me voulez-vous » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « L'argent. »« 2 millions, » répondit l'homme. « Et de l'argent. » En 24 heures. Il sortit son téléphone et le parcourut jusqu'à trouver le numéro de Kwame. « Tu vas appeler ton amant, maintenant, » ricana-t-il. « Et lui dire exactement ce que je veux. » La bouche d'Amina était sèche. Elle voulait crier, jurer, se battre. Mais elle ne pouvait pas. La vie de Musa dépendait de sa capacité à bien jouer ce rôle. L'homme appuya sur le bouton d'appel et porta le téléphone à son oreille. Il sonna 2 fois. Puis la voix de Kwame retentit, froide, maîtrisée, mais sous-jacente, une pointe d'urgence. « Amina ?» Elle prit une inspiration tremblante. « Kwame, ils nous ont. Ils veulent 2 millions. Pas de police. Pas de jeu. Ou ils nous tueront tous les deux. » Il y eut un long silence, puis sa voix s'éleva. « Passez-le. » Le chef de gang prit le téléphone. « Monsieur Mansa, » dit-il d'un ton moqueur. « Vous avez un jour. Je vous enverrai l'adresse par SMS. Ne soyez pas en retard. » L'appel était terminé et la pièce était encore plus froide. Amina regarda Musa, dont les yeux brillaient de larmes. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Mais on va s'en sortir. Promis. » Pendant ce temps, l'esprit de Kwame s'embrasait. Il se tenait au centre de sa salle de surveillance, les poings serrés, la fureur s'enroulant dans sa poitrine comme un serpent. Dès que la voix d'Amina résonna, quelque chose en lui se brisa. Elle ne mentait pas. Elle était partie seule, et maintenant ils étaient tous les deux en danger. Nora se tenait à ses côtés, traquant le signal d'appel, tandis que Samuel préparait un plan d'urgence. « On ne négocie pas avec les ordures » grommela Samuel. Mais Kwame secoua la tête. « On ne négocie pas. On les appâte. » Il se tourna vers le coffre-fort. « On leur donne ce qu'ils veulent, mais on s'assure qu'ils nous mènent à leur repère. Et puis on en a fini avec ça. » Il savait que c'était risqué. Mais Amina et Musa étaient devenus plus que des garanties. Ils étaient désormais sous sa responsabilité. Et il brûlerait jamais Stone pour les récupérer. Dans le bureau privé de Kwame, l'atmosphère était lourde de silence et de tension. Le coffre-fort se dressait tel un monolithe contre le mur, froid, immobile, symbole de tout ce qu'Amina avait autrefois tenté de lui voler. Ironiquement, il était peut-être même celui qui pouvait la sauver. Kwame se tenait devant, fixant le clavier, les poings serrés, avant de saisir le code. Le lourd clic métallique résonna dans la pièce comme une sonnette d'alarme. Lorsque la porte s'ouvrit, elle révéla des piles soigneusement reliées de billets Nira de forte valeur et des documents noirs sécurisés. Sans hésiter, il saisit la cache. Samuel observait depuis la porte. « Tu es sûr que c'est sage ?» demanda-t-il doucement. Kwame ne le regarda pas. « Ils veulent 2 millions. Je leur donnerai exactement cela et un chemin direct jusqu'à leur porte.
Il tendit la mallette à Nora, qui glissa habilement un traceur GPS entre les paquets. Ils ne le sauront que trop tard, dit-elle en scellant l'affaire. Nous les retrouverons dès qu'ils bougeront. L'argent étant emballé et prêt, Quam appela le numéro qui avait contacté Amina. Sa voix était calme, mesurée, mortelle. Tu auras ton argent, dit-il. Envoie-moi la position. Quelques secondes plus tard, un message retentit sur un terrain abandonné près du port, minuit. Ils s'attendent à ce que tu viennes seul, dit Samuel. Et je viendrai, répondit Quam. Mais vous serez tout prêt. L'équipe s'est préparée. Nora a synchronisé le traceur avec le fourgon de commandement mobile, tandis qu'une sécurité armée était postée dans un rayon de 3 pâtés de maison. Quam était habillé simplement, troquant ses costumes sur mesure habituels contre un jean foncé et un sweat à capuche. Son image était calculée, pas celle d'un milliardaire, juste celle d'un homme désespéré qui tentait de sauver quelqu'un qui lui était cher. En fermant la valise, une lueur d'émotion passa sur son visage. Pas de peur, mais de détermination. Amina était arrivée dans son monde sans y être invitée. Mais maintenant, elle en était au cœur. Et il n'allait pas la perdre. La nuit était lourde de brume et de silence lorsque Quam arriva au point de chute. C'était un endroit désolé, le genre d'endroit où les gens disparaissent sans laisser de traces. Il se tenait seul sous un lampadaire vacillant, la mallette à la main. Les minutes passèrent. Puis 2 hommes surgirent de l'ombre, tous 2 armés. Posez l'étui. Reculez, ordonna l'un d'eux. Quam obéit, le regard fixe. Où sont-ils, demanda-t-il. L'homme ricana. Tu le découvriras. Peut-être. Ils prirent la mallette et disparurent dans l'obscurité. À ce moment-là, la voix de Nora grésilla dans l'oreillette de Quam. On les a. Le signal GPS est actif. Il se déplace rapidement vers l'ouest. Quam se retourna vers la camionnette où Samuel l'attendait, la mâchoire serrée par l'urgence. Suivons-nous, dit-il. Doucement. Nous ne récupérons pas seulement l'argent. Nous ramenons Amina et Musa chez eux. Le convoi a suivi le signal à travers les faubourgs plongés dans l'obscurité, serpentant entre des rues étroites et des zones industrielles oubliées. Le GPS émettait un bip constant et fort, puis soudain, il s'arrêta. Il ne bouge plus, murmura Nora depuis son poste. Coordonnées verrouillées. Ils sont dans un entrepôt près du bord du marais. Quam est devenu fou. C'était l'endroit idéal pour une embuscade, isolé, silencieux et coupé de toute aide. Il se tourna vers Samuel. On y va en toute lumière. Pas de sirène. Aucun bruit. Alors que les véhicules s'éloignaient, l'équipe mit pied à terre. Armes au poing, ils encerclèrent le périmètre, rampant vers le bâtiment délabré. À travers les vitres brisées, des ombres se déplaçaient, des hommes armés arpentaient la pièce. Et puis, le cœur de Quam faillit s'arrêter. Il vit Musa. Le garçon était attaché à une chaise, tremblant, mais vivant. Aucun signe d'Amina. Pour l'instant. L'équipe a percé la brèche. Le chaos s'en est suivi. Des coups de feu ont retenti dans la nuit, des éclats de bois ont jailli des caisses brisées et des cris ont résonné dans l'obscurité. Quam s'avança dans la mêlée comme un possédé, esquivant les balles et appelant Musa en criant. Samuel couvrait son flanc gauche, tandis que 2 gardes sécurisaient l'arrière. Ils trouvèrent Musa dans l'arrière-salle, et Quam tomba à genoux, détachant le garçon d'une main tremblante. « Tu es en sécurité maintenant » murmura-t-il en prenant le garçon dans ses bras. Mais au moment où il se retournait pour partir, un homme armé surgit de l'ombre et fit feu. Samuel reçut le coup au bras tandis que Quam se laissait tomber et protégeait Musa de son corps. Son équipe riposta avec précision et abattit l'homme. « Où est Amina » demanda Quam, mais personne ne l'avait vue. Ils les séparèrent, murmura l'un des gardes. Elle n'est pas là. Au lendemain de la fusillade, l'un des ravisseurs a été capturé, couvert de bleu, en sang et jurant dans une boîte. Tandis que l'équipe sécurisait le bâtiment et escortait Musa en lieu sûr, Quam se tenait au-dessus de l'homme, les poings serrés. « Où est-elle » grogna-t-il. L'homme eut un sourire narquois, du sang tachant ses dents. « Tu arrives trop tard » ricana-t-il. « Elle est avec le vrai patron maintenant. Et toi, t'es déjà mort. » Cette seule phrase fit froid dans le dos à Quam. Il s'agenouilla à côté de lui. « Qui est ton patron » demanda-t-il. Mais les yeux de l'homme brillaient de dépit.
Tu le connaîtras. Il te connaît. Ces mots frappent plus fort que n'importe quelle balle. Quam recula, l'esprit bouleversé. Il ne s'agissait plus seulement d'Amina. Quelqu'un le visait personnellement. Et il venait de déclarer la guerre. L'entrepôt était désormais étrangement silencieux. Le sang maculait le béton, et l'odeur de la poudre flottait encore dans l'air. Le ravisseur, capturé depuis longtemps, était assis, affalé sur une chaise métallique, dans une cellule de fortune de la propriété de Quam. Son œil gauche était gonflé et fermé, sa chemise trempée de sueur et de sang, mais son sourire narquois persistait. Quam se tenait devant lui, les bras croisés, essayant de contenir sa rage. Samuel se tenait près de la porte, silencieux mais alerte. « Tu me connais » dit lentement Quam. « Tu as dit que ton patron me connaissait. » Commence à parler. L'homme ricana doucement. « Ah, tu as déjà oublié tes péchés, cracha-t-il. Typique. Des hommes comme toi bâtissent des empires sur des cendres et des cadavres, puis crient au scandale quand les fantômes frappent à la porte. » Quam serra les poings. « Qui est-il » L'homme leva les yeux, ses dents tachées de sang apparaissant. « Tu ne te souviens vraiment pas de Kwaku Bodu » Ce nom transperça Quam comme une lame. Kwaku. Son ancien partenaire commercial. Son ami le plus proche, autrefois. Des années auparavant, ils avaient cofondé l'une des entreprises technologiques les plus prometteuses d'Accra, mais la cupidité, l'ambition et la trahison les avaient séparés. Quam avait révélé le détournement de fonds de Kwaku, et les conséquences avaient détruit sa réputation, sa famille et sa liberté. Il disparut peu après un bref procès, jurant de se venger. Quam avait enterré le passé, convaincu qu'il ne se remettrait jamais d'une telle disgrâce. Mais il était là, vivant, tirant les ficelles, orchestrant l'enlèvement d'un enfant et la torture de la femme à laquelle Quam s'était attaché. Une tempête grondait dans ses yeux tandis que le tableau se dévoilait. « Il est derrière tout ça » murmura Quam, presque pour lui-même. Le prisonnier hocha la tête. « Et il n'a pas fini. Il ne veut pas de ton argent, Mansa. Il veut ta vie. Et tout ce que tu aimes. » Quam sortit en trombe de la pièce et claqua la porte derrière lui, le bruit résonnant dans le couloir en proie à la tempête. Samuel le suivait de près. « Nous avons sous-estimé la situation, dit-il d'un ton sombre. Ce n'est pas seulement un enlèvement, c'est une vengeance. » Quam hocha la tête, encore sous le choc. Il avait ciblé Amina parce qu'elle s'était approchée. Il avait utilisé Musa pour m'attirer. La culpabilité pesait désormais lourdement sur lui. La souffrance d'Amina, le traumatisme de Musa, tout cela était lié à ses décisions passées. « Nous devons la retrouver » dit Quam à voix basse. Rapidement. Avant qu'il ne l'utilise pour quelque chose d'encore plus sombre. Nora apparut dans le hall, le visage sombre. « J'ai examiné toutes les données du tracker. Le dossier a été déposé à un autre endroit. Mais il y a autre chose. Un véhicule, identique à une camionnette, aperçu au port la nuit dernière, a ensuite été aperçu sur une route isolée menant vers la région de la Volta. » Quam en eut le souffle coupé. C'est là qu'il l'emmena. Sa voix se durcit. « On y va. » Amina gisait sur le sol froid d'une pièce sombre qui sentait le diesel, la sueur et la décomposition. Ses poignets étaient étroitement liés par des serre-câbles, ses chevilles enchaînées à un tuyau rouillé le long du mur. Une ampoule pendait au-dessus, vacillant faiblement. Son corps la faisait souffrir à des endroits qu'elle ne pouvait nommer, et du sang lui couvrait le bord de la lèvre. Mais la douleur n'était pas le pire. C'était le silence. Personne ne lui parlait. Il se contentait d'observer. De temps en temps, l'un des hommes entrait et posait des questions vagues sur les systèmes de sécurité de Quam, ses finances, ses mots de passe. Elle ne disait rien. Chaque fois qu'elle refusait, elle le payait d'une gifle, d'un coup de pied, ou pire. Mais elle ne cédait pas. Elle était allée trop loin, avait trop survécu. Elle avait perdu ses parents dans la violence, avait grandi dans les tranchées de Tamal, lutté pour la sécurité de Mousse et sa propre survie. Elle refusait de donner à Kwakubo la satisfaction de la voir faible. Dans le silence, son esprit se remémora son enfance, avant que le monde ne devienne cruel. Son père était enseignant, sa mère commerçante. Ils s'étaient aimés intensément, avaient travaillé dur et rêvé d'un avenir meilleur. Elle se souvenait avoir couru pieds nus dans les champs poussiéreux, portant Musa bébé sur son dos, ses rires résonnant sous le soleil.
Puis vint la nuit des incendies et des coups de feu, le vol qui mit fin à leur vie et à son innocence. Amina avait appris très tôt que le monde se fichait des bonnes personnes. Il récompensait les impitoyables. Et pourtant, quelque part dans son cœur, elle avait gardé un fragment de cette lumière. Musa. Sa raison d'être. Son encre dans le chaos. Si seulement elle pouvait tenir bon, si seulement elle pouvait survivre un jour de plus, peut-être que Kwame la retrouverait. Elle ignorait pourquoi, mais elle était convaincue qu'il le ferait. Malgré tout, les mensonges, la méfiance, il avait tenu parole pour Musa. Et quelque chose dans son regard, avant que tout cela n'explose, lui avait dit qu'il n'en avait pas fini avec elle. Le deuxième soir, Kwaku se montra enfin. Il était plus âgé que ce dont elle se souvenait d'après les photos que Kwame lui avait montrées un jour, décharné, froid, les yeux enfoncés d'amertume. « Tu dois être la servante devenue reine, dit-il en l'encerclant comme un loup. Kwame avait toujours eu un faible pour les objets cassés. Il pensait pouvoir les sauver. Amina le fusilla du regard, l'œil gonflé. « Tu as tort, cracha T.L. Il ne m'a pas sauvé. Je me suis sauvé moi-même. Il m'a juste laissé respirer. » Le sourire de Kwaku s'effaça. « Et pourtant, tu saignes encore pour lui. » Il s'agenouilla, son visage à quelques centimètres du sien. « Dis-moi ses codes. Dis-moi comment le détruire, ou je commencerai à détruire ta fierté, morceau par morceau. » Le silence d'Amina fut sa réponse. Kwaku se leva. « Fais comme tu veux. » Alors que la porte se refermait derrière lui, Amina leva les yeux vers l'ampoule vacillante. « Viens me chercher, Kwame, murmura-t-elle. « S'il te plaît. » Le voyage jusqu'à la région de la Volta fut long et tendu. Musa était assis à côté de Kwame sur la banquette arrière du SUV, enveloppé dans une couverture, la tête appuyée contre la vitre. Il n'avait pas beaucoup parlé depuis le sauvetage, et Kwame ne le poussait pas. Le garçon avait vécu l'enfer. Et Kwame aussi, d'une autre manière. Tandis que les pneus vrombissaient sur la route, son esprit s'emballait, rempli de culpabilité et de fureur. Il n'avait pas réussi à protéger Amina. Il l'avait piégée. Et maintenant, il devait la réparer. Mais sous la rage et la stratégie se cachait quelque chose de plus vulnérable, la peur. La peur qu'il ne la rejoigne pas à temps. La peur que même s'il y parvenait, elle soit brisée au-delà de toute réparation. « Est-ce qu'elle s'en sortira ?» demanda finalement Musa, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Kwame lui prit la main et la serra doucement. « Elle est plus forte que nous tous. Nous la récupérons. » De retour au domaine avant le voyage, Kwame s'était préparé à ce moment. Il avait renforcé la sécurité, confié la surveillance à Nora et envoyé des messages à des contacts discrets et aux forces de l'ordre. Mais il avait aussi passé un moment tranquille avec Musa, préparant le petit déjeuner, l'aidant à résoudre un puzzle, simplement présent. Et cela avait changé quelque chose en lui. Il ne s'était pas contenté de prendre soin d'Amina, il avait commencé à prendre soin de Musa comme d'un membre de sa famille. Comme d'un fils. La prise de conscience s'est faite avec clarté. Il ne se battait pas seulement pour sauver une femme qu'il admirait. Il se battait pour l'avenir qu'il ignorait jusqu'à présent. Une famille. Une vraie. Forgée dans la lutte, certes, mais réelle néanmoins. On y est presque, dit Samuel depuis le siège avant, en pointant la carte. Le dernier signal de leur camionnette les indique près d'un dépôt de cacao abandonné. Ça pourrait être un piège. Kwame hocha la tête. Laisse faire. Nous ne reculerons pas. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, projetant sur le paysage des ombres et des ors, Kwame contempla l'horizon, un calme étrange s'installant en lui. Il la voyait presque, Amina, se dresser fièrement malgré les obstacles, l'esprit intact. Il se souvenait de son premier jour au manoir, de sa défiance silencieuse, de sa façon de ne pas se recroqueviller comme les autres. Il l'avait sous-estimée à l'époque. Désormais, il ne la décevrait plus. Pas en tant qu'homme. Pas comme celui qui, sans le savoir, l'avait entraîné dans cette tempête. Alors qu'ils approchaient du dernier poste de contrôle, Kwame se tourna vers Musa. « Reste avec les gardes à notre arrivée. Fais tout ce qu'ils disent. Je dois y aller en premier. » Musa le regarda avec de grands yeux confiants. « Ramène-la, dit-il. » Kwame hocha la tête, les yeux flamboyants. « Je le ferai. » La lune, basse et rouge, brillait d'une lueur étrange sur le dépôt de cacao décrépit,
caché au cœur de la région de la Volta. Quam et son équipe étaient accroupis dans les buissons, juste à l'extérieur du périmètre du complexe, scrutant le périmètre avec des lunettes de vision nocturne. Samuel désigna une petite structure métallique au fond. C'est le seul bâtiment doté d'une source d'énergie. Probablement la cellule de détention. Quam hocha la tête d'un air sombre, le cœur battant. Le silence n'était troublé que par le bruissement des feuilles et le doux bourdonnement des radios. La voix de Nora résonnait dans son écouteur depuis le fourgon de surveillance garé à quelques kilomètres. L'imagerie thermique confirme le mouvement. 4 gardes armés à l'extérieur, 2 à l'intérieur du bâtiment. La signature thermique d'Amina est faible mais présente. Quam ferma les yeux une brève seconde, respirant l'espoir et la peur qui l'envahissaient. Nous emménageons dans un endroit calme et propre. Pas de feu inutile. Elle est notre priorité. Ils se divisèrent en 2 équipes. Tandis que Samuel et 2 hommes faisaient diversion de l'autre côté en déclenchant une légère explosion, Quam mena l'équipe d'infiltration vers la structure principale. L'explosion leur laissa juste assez de temps. Alors que des coups de feu éclataient au loin, Quam ouvrit la porte en métal rouillé d'un coup de pied. À l'intérieur, l'odeur de sang et de moisi le submergea presque. Elle était là, Amina, recroquevillée sur le sol, immobile, le visage meurtri, les poignets toujours liés. Amina, murmura-t-il en se précipitant à ses côtés. Ses yeux s'ouvrirent lentement, une vague reconnaissance naissant dans son regard faible. Quam, croassa-t-elle, d'une voix à peine audible. Il lui serra doucement le visage, les yeux brillants de fureur et de chagrin. « Je te tiens maintenant, dit-il avec férocité. Je ne te lâcherai pas. Plus jamais. » Derrière lui, Samuel se débarrassa du dernier garde et fit signe d'extraire les hommes. Quam prit Amina dans ses bras et la porta dehors tandis que les balles sifflaient et que le chaos régnait derrière eux. La camionnette démarra en rugissant dès leur arrivée, et le convoi s'enfonça dans la nuit, laissant le domaine en flammes. Amina sombra par intermittence durant le trajet, la tête appuyée contre la poitrine de Quam, tandis qu'il lui murmurait des promesses à l'oreille, mi pour la rassurer, mi pour se rappeler qu'elle était belle et bien vivante. Lorsqu'ils atteignirent l'aile médicale du manoir, tout le domaine était sécurisé. Nora les accueillit avec une équipe de médecins prêts à intervenir. Quam resta auprès d'Amina pendant des heures, lui tenant la main à chaque piqûre, à chaque scanner, à chaque respiration chuchotée. À l'aube, elle ouvrit enfin les yeux, leva les yeux vers lui et murmura « Tu es là ». Il se pencha et l'embrassa doucement sur le front. « Je te l'avais dit ». La convalescence d'Amina fut lente et douloureuse, mais elle était en sécurité. En sécurité dans un endroit qui ressemblait autrefois à une prison, mais qui offrait désormais la chaleur de la protection, de la famille et de quelque chose de dangereusement proche de l'amour. Ses blessures, côtes meurtries, épaules disloquées, poignets fracturés, guérissaient sous les soins attentifs de l'équipe médicale interne de Quam. Mais c'étaient les cicatrices émotionnelles qui étaient plus profondes. La nuit, elle se réveillait en sursaut à cause de cauchemars. Le jour, elle s'asseyait souvent près de la fenêtre, contemplant le jardin en silence. Quam lui laissait de l'espace, mais jamais de la distance. Il était toujours là, lui offrant du thé, racontant des blagues, lui repoussant les cheveux en arrière quand elle détournait le regard. Sa présence était comme un baume, une douce assurance qu'elle n'était plus seule. Musa la quittait rarement. Il dormait recroquevillé près d'elle la plupart des nuits, s'accrochant à sa main avec une férocité enfantine. Le traumatisme l'avait ébranlé, mais contrairement aux années précédentes, il n'était pas hanté. Il guérissait lui aussi. Quam s'en est assuré, lui donnant personnellement des cours particuliers lorsque ses devoirs devenaient trop lourds, l'emmenant se promener dans la propriété et lui offrant même des barres chocolatées en cachette quand le cuisinier ne regardait pas. Leur lien s'est renforcé. En Musa, Quam a vu plus qu'un garçon sauvé de la terreur, il a vu sa propre rédemption. Et en Amina, il ne voyait plus une fille brisée prétendant être forte. Il voyait la force dans sa forme la plus pure, la plus féroce. Il ne savait simplement pas comment l'exprimer sans se briser lui-même. Un soir, Amina prononça enfin les mots qui s'accumulaient dans sa poitrine. « Pourquoi » demanda-t-elle doucement, assis sous le manguier du jardin. « Pourquoi risquerais-tu tout pour moi » Quam la fixa longuement, en silence, avant de répondre. « Parce que tu n'es pas seulement quelqu'un à qui je tiens, dit-il. Tu es quelqu'un que je ne peux pas imaginer perdre. Et j'ai déjà assez perdu dans cette vie. » Elle baissa les yeux, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Je n'étais rien quand je suis entré dans ta vie.
Une voleuse. Une menteuse. Quam porta la main à son menton et lui releva la tête. Tu étais une survivante, dit-il doucement. Et tu es la personne la plus honnête que j'ai jamais rencontrée, car même tes mensonges sont nés de l'amour. Amina se pencha vers lui, se laissant aller dans ses bras. À cet instant, quelque chose changea. Les murs entre eux ne se sont pas seulement fissurés, ils se sont effondrés. Mais la paix, comme ils allaient bientôt la prendre, ne durait jamais longtemps. Ils n'étaient pas préparés au gros titre. Tout a commencé par une simple photo divulguée, montrant Quam portant une Amina meurtrie hors du complexe de la région de la Volta. En quelques heures, les médias étaient enflammés. La maîtresse secrète du milliardaire révélée. Une ancienne femme de ménage devenue victime d'enlèvement ou chercheuse d'or. L'empire Mansa en crise. Ce qui devait être une lutte privée pour la survie est devenu un spectacle public. Les journalistes campaient devant les grilles de la propriété, les tabloïds spéculaient sans fin sur le passé d'Amina, et les réseaux sociaux étaient impitoyables. Des hashtags comme « MadeToMillionnaire » et « Mansa Mistress » ont été tendance pendant des jours. Ce n'était pas de simples ragots, c'était une campagne de diffamation. Et pire encore, quelqu'un de l'intérieur avait divulgué des images confidentielles. Le conseil d'administration de Quam a convoqué une réunion d'urgence. Les investisseurs étaient pris de panique. Les parties prenantes étaient furieuses. Son leadership était remis en question. À l'intérieur du domaine, l'atmosphère redevint pesante. Amina remarqua des changements subtils, moins de personnel présent, conversations à voix basse desquelles entraient dans une salle. Même les professeurs de Mousse lui conseillèrent une interruption temporaire des cours en raison de l'attention accrue des médias. Elle savait ce qui allait arriver. Elle avait déjà ressenti ça auparavant, la honte, les murmures, le jugement. Et elle ne laisserait pas Quam se noyer avec elle. Ce soir-là, elle s'assit avec lui. « Je dois partir », dit-elle d'une voix assurée mais brisée. « Votre entreprise est en train de saigner. Votre nom est traîné dans les oubliettes. Je ne peux pas être la cause de ta perte. » L'expression de Quam était indéchiffrable. « Tu crois que je me soucie de l'entreprise ?» Elle hésita. « Tu devrais. » Il secoua lentement la tête. « Je tiens à toi. Le reste. Je reconstruirai s'il le faut. » Mais Amina n'était pas convaincue. « J'ai causé assez de dégâts, » murmura-t-elle. « Je ne te laisserai pas souffrir pour moi. » Elle se leva, mais Quam la retint par la main avant qu'elle ne puisse s'éloigner. « Tu as assez souffert pour tout le monde, Amina, » dit-il d'une voix basse, empreinte d'émotion. « Tu as survécu à la pauvreté, à la perte, aux abus, et tu as quand même trouvé le moyen d'aimer un garçon qui n'était pas ton enfant comme le tien. Tu n'es pas ma faiblesse. Tu es ma force. » Elle le regarda alors, sincèrement, et vit un homme non accablé par le scandale, mais porté par la conviction. Mais hors de leur mur, la tempête faisait rage. Et dans l'ombre, Kwaku observait, attendant. La véritable guerre ne faisait que commencer. 2 jours plus tard, Quam se tenait devant une marée de journalistes, vêtus d'un impeccable costume bleu marine, les épaules carrées, la mâchoire serrée. Entouré de son conseiller juridique et de Samuel, il a fait face aux caméras et aux micros avec une détermination inébranlable. « Je sais qu'il y a eu des rumeurs, des accusations et des histoires sur ma relation avec mademoiselle Amina Suleiman, » a-t-il commencé. La foule était en effervescence. « Soyons clairs, Amina n'est pas mon erreur. Elle n'est pas mon secret. Elle n'est pas ma honte. C'est ma partenaire. C'est la femme qui a risqué sa vie pour sa famille. Et je ne la laisserai pas porter le poids des attaques de mon ennemi. » Les médias se sont figés. Quam a poursuivi, « Si le conseil d'administration de Mansa Group estime que cela me rend inapte à diriger, il peut voter. Mais je ne me laisserai pas forcer à abandonner quelqu'un que j'aime. » La presse s'est déchaînée. Des questions ont été posées. Des photos ont été prises. Et derrière la scène, observant à travers un écran, Amina pleurait en silence. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il la choisisse, pas publiquement. Pas comme ça. À son retour au manoir ce soir-là, elle l'accueillit à la porte. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » murmura-t-elle. « Mais je le voulais, » dit-il simplement. « Pour une fois dans ma vie, j'ai voulu choisir ce qui compte, et non ce qui me donne une impression de puissance. » Amina recula, incertaine. « Tu es sûr de toi ? Tu as encore une entreprise à sauver. »
Quam lui prit la main et la conduisit à l'étage. La compagnie ne me garde pas la nuit. La compagnie n'a pas survécu à la torture. Tu l'as fait. Cette nuit-là, pour la première fois depuis le début du chaos, ils se sont autorisés à ressentir, profondément, sans hésitation. Ils n'ont pas beaucoup parlé. Leurs mains parlaient. Quam embrassait chaque cicatrice sur sa peau comme pour réécrire l'histoire de sa douleur. Amina caressait le bord de sa mâchoire comme une bouée de sauvetage, murmurant des vérités qu'elle avait eu trop peur d'exprimer. « Tu me fais peur, admit-elle. Parce que t'aimais, c'est comme si je pouvais le perdre. » Il sourit faiblement. « Alors nous nous accrocherons plus fort. » À l'aube, ils restèrent allongés en silence, emmêlés sous des draps blancs, le monde momentanément oublié. Mais même dans cette paix, quelque chose bougea. La guerre n'était pas terminée. L'ennemi était plus proche qu'il ne le pensait. Le calme qui suivit fut cruellement de courte durée. C'était un samedi matin, les oiseaux gazouillaient dehors, la lumière du soleil dansait sur le sol du salon jusqu'à ce qu'un écran déchire la maison. C'était l'une des domestiques. Amina et Quam se précipitèrent en bas, le cœur battant. « L'élan est parti », gémit la servante. « Il n'est pas dans sa chambre. » La panique s'empara d'elle. La sécurité était brouillée. Toutes les sorties étaient scellées. Les images de vidéosurveillance ont été visionnées. Et voilà, des images granuleuses et glaçantes, un homme en uniforme escortant calmement Moussor de Leleh, au petit matin. Pas de lutte. Pas de cri. Juste l'obéissance calme d'un enfant qui se croyait en sécurité. Le visage de l'homme n'était pas entièrement visible, mais Quam sentit son estomac se nouer. Quelqu'un à l'intérieur avait fait ça. Amina s'effondra sur le canapé, sanglotant, les mains tremblantes. « Pas encore » cria-t-elle. « Pas encore. » Son esprit s'emballa. J'aurais dû rester à ses côtés. J'aurais dû. Quam s'agenouilla à ses côtés. Ce n'est pas ta faute. Ils voulaient nous faire du mal. Ils se servent de lui. Mais Amina n'entendait rien, hormis son chagrin. Et si on ne le récupère pas cette fois, murmura-t-elle. Et s'il, s'interrompit-elle. Quam la saisit par les épaules. Nous le ferons. Je le jure. Mais alors même qu'il prononçait ces mots, il sentait une terreur grandissante en lui. Kwaku avait franchi le pas. Et cette fois, il avait franchi la ligne. Samuel revint 1 heure plus tard, pâle et sombre. « Nous avons trouvé quelque chose dans la chambre du garçon, dit-il. Il tendit la petite enveloppe à Quam. À l'intérieur se trouvait une photo de Moussa, bâillonnée, à l'arrière d'une camionnette. Au dos, griffonné à l'encre rouge, on pouvait lire « Voyons si tu sacrifieras à nouveau le garçon pour elle. » Amina hurla. C'était le bruit d'une femme qui se brise, celui de l'âme d'une mère arrachée de sa poitrine. Quam la serra contre lui, la mâchoire serrée par la rage. « Je vais mettre fin à tout ça, dit-il. Kwaku veut me voir tomber? Je vais lui montrer ce que signifie défier un homme qui n'a plus rien à perdre. » Quam se tenait au-dessus de la table à plan dans la salle de sécurité, les poings serrés, l'esprit en ébullition. La trahison n'était pas seulement douloureuse, elle était chirurgicale. Quelqu'un de l'intérieur avait donné à Kwaku le plan du domaine, les horaires des patrouilles et les codes de sécurité prioritaires. Qui que ce soit, il ne s'était pas contenté de trahir, il savait parfaitement comment contourner toute la forteresse de Quam. Samuel fit irruption dans la pièce et jeta une tablette sur la table. Nous la trouvâmes dans l'une des salles de serveurs. Il s'agit d'un journal d'accès à distance, non autorisé et chiffré. Il a été acheminé via un compte personnel. Quam plissa les yeux. À qui? Samuel hésita, puis soupira. C'est à Kwaku. Ton ancien directeur technique. Ton ami d'enfance. Le sang de Quam se glaça. Kwaku. Ils avaient grandi ensemble à Kumasi, démarré leur premier projet technologique à l'université et cofondé Mensa Innovation avant de se séparer lorsque Quam s'était tourné vers la sécurité d'entreprise et que Kwaku insistait sur des projets plus risqués. Lorsque Quam avait découvert plus tard des irrégularités financières dans un fonds commun, il les avait révélées au grand jour. Kwaku avait tout perdu. Je croyais qu'il avait quitté le pays, murmura Quam. Samuel secoua la tête. Il n'est jamais parti. Il attendit. Nora les rejoignit,
brandissant une nouvelle image, les images d'une caméra de circulation montrant Kwaku près des portes du domaine le matin de la disparition de Musa. C'est l'homme derrière tout ça. Il travaille avec Kwaku Bodu. Les deux cas, Kwame serra les mâchoires. Ils s'en prennent à tout. Moi, ma famille, l'entreprise. Amina, qui écoutait depuis la porte, entra. Alors il est temps d'en finir. Sa voix était basse, féroce. Le feu dans ses yeux était revenu. Il veut te détruire de l'intérieur. Alors démasquons-le. Kwame se tourna vers elle, hésitant. C'est trop dangereux. Mais elle secoua la tête. Il m'a déjà tout pris une fois. Il ne recommencera pas. Kwame lui prit la main. Alors, on fera ça ensemble. Samuel commença à élaborer un plan. Kwaku était retranché dans une résidence privée d'Airport Hills. Cette nuit-là, pendant que la ville dormait, Kwame et Amina se préparaient à entrer directement dans l'antre de la trahison. Le complexe d'Airport Hills était discret mais fortifié. De hauts murs, des drones de surveillance et des gardes armés patrouillaient le périmètre. Kwame et Amina arrivèrent dans un faux SUV, tandis que deux équipes dirigées par Samuel encadraient le bâtiment. Ils avaient prévenu la police et avaient un mandat d'arrêt en attente, mais ils n'attendaient pas. Kwame voulait des réponses. Il voulait Musa. Le plan était risqué. Amina se ferait passer pour une négociatrice, attirée sous prétexte de capitulation. Elle portait un micro. Nora surveillait tout depuis une camionnette à quelques pâtés de maison. Kwame détestait chaque seconde passée hors de sa vue, mais Amina restait debout. « Il pense que je suis brisé, dit-elle. Montrons-lui que je ne le suis pas. » À l'intérieur du domaine, Kwaku la rencontra dans le grand hall, son sourire huileux, trop chaleureux. « Amina, dit-il d'une voix traînante. Tu es plus courageux que je ne l'aurais cru. » Elle ne lui rendit pas la politesse. « Où est Musa » demanda-t-elle. Kwaku fit un geste vers un couloir. « Il va bien. Tu le verras quand on aura fini. » Il la conduisit dans une pièce où Kwaku Bodu était assis sur un fauteuil en cuir, faisant tournoyer un verre de whisky. « Ah, la reine est de retour, dit-il en se levant. Kwame t'a-t-il envoyé supplier? Amina resta ferme. Non. Il m'a envoyé finir ça. Kwaku rit jusqu'à ce que les lumières clignotent et que les portes d'entrée s'ouvrent brusquement. Des agents de sécurité armés ont fait irruption dans la maison. Kwaku a saisi une arme, mais Samuel l'a plaquée au sol. Kwaku a tenté de s'enfuir, mais Kwame lui-même l'a rejoint. Kwame et Kwaku se retrouvèrent face à face pour la première fois depuis des années. Tu t'es ruiné, dit Kwame froidement. Je t'ai démasqué. Kwaku ricana. Et j'ai juré que je te ferais assister à l'effondrement de ton empire. Tu m'as tout volé. Kwame secoua la tête. Non. J'ai survécu. Tu as choisi ce chemin. Le moment s'est produit lorsqu'une voix d'enfant a appelé « Amina ». Elle s'est retournée et a vu Musa courir vers elle depuis le sous-sol, blessé mais vivant. Elle tomba à genoux, le prit dans ses bras et sanglota dans ses cheveux. « Je te tiens » murmura-t-elle. « Je te tiens. » La police a menotté Kwaku et Kwaku, les traînant dehors tandis que les journalistes commençaient à affluer aux portes. La guerre était finie. Mais la guérison ne faisait que commencer. Amina se tenait devant une foule de journalistes, flashs allumés, micros braqués sur elle. Mais cette fois, elle ne broncha pas. Elle portait une robe vert foncé qui lui faisait rayonner, sa posture était radieuse malgré les tremblements de sa poitrine. À côté d'elle se tenait Kwame, la main délicatement posée sur son dos. Derrière eux, un grand écran affichait le titre « Une femme accusée de vol sauve le fils d'un milliardaire et dénonce un réseau de corruption ». Une journaliste leva la main. « Amina, te sens-tu justifiée après tout ça ?» Amina sourit doucement. « Je ne l'ai pas fait pour me justifier. Je l'ai fait pour mon frère. Pour chaque femme humiliée pour avoir survécu. Pour chaque enfant qui mérite protection. » La foule a applaudi. Kwame s'est ensuite avancé. J'ai autrefois jugé Amina pour son passé, pour ses choix. Mais j'ai appris que la force ne vient pas de la perfection, mais de la résilience. Il s'est tourné vers elle. Elle n'a pas seulement sauvé mon fils. Elle m'a sauvé moi-même. Leurs histoires ont fait le tour du Ghana comme une traînée de poudre. Les dons ont afflué dans les refuges. Des associations de défense des droits ont invité Amina à prendre la parole.
On lui a offert une bourse pour étudier le leadership associatif, et même le ministère du Genre et de la Protection sociale l'a invité à collaborer. Son nom n'était plus murmuré avec honte, mais prononcé avec admiration. Plus tard dans la soirée, alors que le silence régnait dans la maison, Kwame la trouva dans le jardin au clair de lune. « Qu'est-ce que ça fait » demanda-t-il en lui tendant une tasse de thé. « Que le monde te voit enfin. » Amina haussa les épaules, son sourire triste mais satisfait. « J'ai l'impression d'être revenu à moi-même. » Il fouilla dans sa veste et en sortit une boîte en velours. « Alors, construisons une maison ensemble. » Ses yeux s'écarquillèrent. À l'intérieur se trouvait une bague, simple, élégante, sertie d'une pierre couleur océan. « Veux-tu m'épouser » Elle hésita, puis sourit. « Oui, mais à une seule condition. » Il haussa un sourcil. « Que nous construisions nos vies en égaux. Pas de sauveur. Pas de maître. Juste deux personnes qui se choisissent, chaque jour. » Kwame hocha la tête. « Alors oui. À tout. » C'était une soirée tranquille à l'orée du domaine, de celle où le vent murmurait doucement à travers les palmiers et où la ville semblait un rêve lointain. Debout pieds nus dans le jardin, Amina regardait Musa chasser les papillons tandis que le parfum de l'hibiscus flottait dans l'air. Son téléphone vibrait de messages, des ONG la contactaient, des interviews étaient programmées, des groupes de femmes l'invitaient à s'exprimer, mais pour une fois, elle laissa sonner. La paix n'était pas bruyante, avait-elle appris. C'était silencieux. Et cela ne venait pas du fait d'avoir fui son passé, mais de l'avoir enfin reconnu. Lorsqu'elle se retourna, Kwame était là, tenant quelque chose de petit derrière son dos. « Tu as été terriblement mystérieux aujourd'hui, dit-elle, une lueur enjouée dans les yeux. » Kwame s'approcha, son expression mêlant nervosité et quelque chose de plus profond, la certitude. Il sortit un petit coffret en velours de derrière lui, s'agenouilla et l'ouvrit pour révéler une délicate bague en argent ornée d'une émeraude scintillante comme la rosée de la forêt. « Amina Suleiman, dit-il. Tu es entrée dans ma vie comme une étrangère. Tu l'as bouleversée en tant que combattante. Et tu as changé tout ça à jamais, une femme sans laquelle je ne peux vivre. Veux-tu m'épouser » Amina la fixa, stupéfaite. L'espace d'un instant, le monde sembla ralentir. Puis elle sourit, doucement et avec force. « Oui, murmura-t-elle, mais à une condition. » Kwame haussa un sourcil. « N'importe quoi. » Elle lui prit la main. « On commence à égalité. Je ne suis pas seulement ta femme. Je suis ta partenaire. En tout. » Kwame se leva et hocha la tête. « Alors, tu n'es pas seulement la femme que j'aime. Tu es la femme avec qui j'ai confiance pour construire l'avenir. » Leur mariage était prévu pour l'année prochaine, un moment intime, entouré de ceux qui avaient traversé le feu avec eux. Entre-temps, Amina a commencé à travailler avec une ONG locale qui œuvre pour la réhabilitation des femmes issues de communautés défavorisées. Elle a partagé son histoire, ouvertement, sans détour, transformant sa souffrance passée en force. Musa retourna à l'école, reprenant peu à peu confiance en lui. Et Kwame, bien que son empire fût encore marqué par des cicatrices, trouva un nouveau but, non pas en restaurant sa réputation, mais en bâtissant quelque chose de plus grand avec Amina à ses côtés. Pour la première fois, leur vie n'était plus définie par la peur, les secrets ou la survie. Ils écrivaient une nouvelle histoire. Celle de la guérison, de l'égalité et des secondes chances. La terre était rouge et riche en tamal, l'air plus chargé de souvenirs que de pollution. Amina se tenait au bord d'un paisible terrain vague, le cœur rempli d'espoir, tandis qu'elle contemplait les fondations de l'abri. « Ceci, dit Kwame en la prenant dans ses bras par derrière, est à toi. » En leur nom. Sur la plaque qui devait être apposée à l'entrée figurait l'inscription « Centre Suleiman pour la résilience » en mémoire d'Adiza et Karim Suleiman. Amina n'était pas retournée dans sa ville natale depuis des années, pas depuis l'incendie qui avait emporté ses parents et réduit son enfance en cendres. Mais se tenant là, avec Kwame à ses côtés et Musa chassant les chèvres non loin, elle avait le sentiment d'avoir retrouvé quelque chose. Le refuge offrirait un logement sûr, une éducation et une formation aux jeunes femmes fuyant la violence domestique et la pauvreté. Le rêve d'Amina est devenu réalité, brique par brique, graine par graine. Elle a fait appel à des constructeurs et des éducateurs locaux, déterminés à rendre l'initiative durable et ancrée dans la communauté. Kwame l'observait avec un profond respect tandis qu'elle dirigeait les réunions, négociait les contrats et parlait avec assurance aux donateurs. Elle ne se contentait plus de survivre, elle s'épanouissait.
Tu es incroyable, murmura-t-il un soir, assis sous les étoiles devant le petit bungalow où il séjournait. Elle se tourna vers lui en souriant. Non, dit-elle, je suis enfin en train de devenir celle que je devais être. De retour à Accra, la vie reprit un rythme paisible. Le rire de Musa revint, ses dessins s'animèrent. Le personnel de la résidence commença à considérer Amina non seulement comme une survivante, mais aussi comme la matriarche d'un foyer fondé sur la guérison et la résilience. Kwame reprit son travail au sein du groupe Mensa, mais à ses propres conditions. Il a opéré des changements structurels, embauchant davantage de femmes, donnant la priorité à l'action communautaire et créant une fondation finançant l'innovation technologique locale. Le manoir n'était plus une forteresse, c'était un havre de paix. Un soir, alors qu'Amina bordait Musa et l'embrassait sur le front, il leva les yeux et demanda « Sommes-nous en sécurité maintenant ?» Amina marqua une pause, puis répondit « Oui, mon chéri, nous le sommes. » Mais ni elle ni Kwame ne prévoyaient ce qui allait suivre. C'était un dimanche matin, calme et ensoleillé. Kwame était dans le bureau, aidant Musa à résoudre un puzzle. Amina était dans la cuisine, riant avec la cuisinière de ses mauvaises qualités en pâtisserie. La paix lui semblait réelle, méritée. Puis la sonnette retentit. L'un des gardes a apporté un petit colis quelconque, sans adresse de retour. Il est arrivé par la porte latérale, a-t-il expliqué. Nous vérifions les caméras maintenant. Kwame fronça les sourcils en retournant le paquet. Pas d'inscription, marmonna-t-il. Amina entra juste au moment où il l'ouvrait. À l'intérieur se trouvait une photo, imprimée sur papier glacé. Ils étaient tous les trois, Kwame, Amina et Musa, souriant lors de la cérémonie de fondation à Tamal. Mais ce n'était pas l'image qui les glaçait, mais ce qui était écrit au dos. Une seule phrase, griffonnée à l'encre rouge. Vous pensiez que c'était fini? Amina recula, le souffle coupé. La mâchoire de Kwame se crispa. Qui l'aurait voulu, mais avant qu'il ait pu terminer, la voix de Nora grésilla dans l'interphone de sécurité. On a quelque chose, dit-elle. Tu es là, et elle s'en alla, mais pas n'importe qui. Un silence. C'était l'un des hommes que nous pensions mort lors du raid sur Volta. Amina regarda Kwame. Il la regarda. Aucun mot n'était nécessaire. La paix n'était pas la fin. C'était l'œil du cyclone. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Déposez également un commentaire et activez la notification de publication.